Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver. Grâce à Midreshet Yehuda Manito, on a le plaisir d'écouter Georges Spira. Et si je ne me trompe pas, c'est le deuxième ou le troisième volet sur le chassidisme. Bechavod, Georges, et on espère que vous allez tous passer des très bonnes fêtes. Merci, Johan. Voilà, bonsoir à tous. Ça y est, on est sorti des fêtes. Et puis, j'ai plein de choses à vous dire, des bonnes choses ce soir. Déjà, je voulais vous signaler que notre ami Johan, il a mis un magnifique texte. Il s'est baladé en vieille ville à Rolamoed Pessah. Il a mis un texte magnifique, plein d'espoir et plein d'enthousiasme sur notre pays. Voilà, c'est vrai. C'est vrai, et d'ailleurs, il y a 15 jours, je vous ai fait plein d'annonces, des belles annonces, et je vous rends attentif quand même. Ces annonces, ce sont des enfants qui sont nés, donc des enfants qui ont été, parce que jusqu'à ce que le wokisme ait changé les choses, il faut toujours encore 9 mois pour faire un petit bébé. Ça veut dire que ce sont des enfants qui ont été mis en route pendant la guerre, des jeunes qui se sont fiancés pendant la guerre. Ça, c'est de l'espoir, ça, c'est de l'envie de continuer et ça doit nous apporter énormément de courage et de force. Et ce soir encore, j'ai plusieurs annonces à vous faire et c'est vraiment un grand plaisir. Déjà, les fiançailles d'un petit-fils d'Evelyne et de Freddy Cizel, donc un grand mazel tov aux grands-parents. Et c'est une bonne nouvelle, c'est un fils de Elie Cizel dont la fille a été touchée pendant la guerre, elle a perdu son fiancé. Voilà, donc une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, c'est les fiançailles d'une petite fille de Paulette Rothgold, et c'est une fille de Denis Rothgold, qui était ambassadeur d'Israël en Autriche. Et puis la dernière bonne nouvelle, alors celle-là, elle est toute fraîche, elle est encore toute chaude puisque ça date de hier soir, c'est la naissance d'un arrière-petit-fils chez nos amis Ruti et Yitzhak Birman. Et vraiment, grand mazel tov, on est heureux pour eux. Et ça fait déjà une belle petite famille d'arrière-petits-enfants qui sont nés dans la famille Birman. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire et que on est vraiment dans une période tout à fait exceptionnelle. D'ailleurs, je vous rends attentif que ce que je suis en train de vous raconter sur le chassidisme, il se trouve qu'il y a une concordance de dates. Mercredi soir et jeudi, c'est Yom HaShoah. Et en fait, Yom HaShoah commémore le presque total engloutissement de ces juifs dont je vous parle actuellement, de ces chassidim et des autres juifs de Pologne également, évidemment, mais tout ce monde juif tellement important, tellement riche, tellement cultivé, qui a tellement apporté, a failli totalement disparaître, presque, mais pas tout à fait. Il est resté quelques étincelles qui ont refleuri, qu'on retrouve aujourd'hui dans les cours chassidiques, etc. Et ce judaïsme a rebondi. Mais précisément, ce que je vous raconte, c'est l'histoire d'un monde qui a failli totalement disparaître pendant la guerre. Donc voilà, je vous le dis parce que demain soir, c'est Yom HaShoah, donc ça va être mercredi soir, pardon. Donc je voulais simplement faire le parallèle avec cette histoire-là. Voilà, alors maintenant, on a eu des bonnes choses, on a eu un peu de mémoire, et ben maintenant on va faire un petit peu un résumé parce que depuis la dernière fois, il s'est passé beaucoup de choses, on a fait un gros voyage, on est tous sortis d'Égypte, on a mangé de la manne, on a mangé aussi de la matzah. C'est meilleur que la manne, paraît-il. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. On rappelle un petit peu ce qu'on avait vu la dernière fois. Et c'était que, notamment chez les Juifs de Pologne, il y a une différence intellectuelle entre ceux du nord de la Pologne et de la Lituanie et les Juifs plus au sud qui sont moins éduqués pour des raisons sociales, parce qu'ils sont beaucoup dispersés dans les campagnes et ne bénéficie pas du soutien et de l'enseignement de beaucoup de rabbins. Dans les villes, oui, mais pas dans les campagnes. Après, nous avons vu que Shabtai Tzvi et Jacob Frank ont réussi dans leur délire à détourner même des rabbins, des érudits qui ont été définitivement perdus pour le judaïsme. Je vous avais donné un certain nombre de noms et c'est tout à fait dramatique l'impact qu'ils ont pu avoir. Et puis, il y a eu des successeurs à ces faux messies, comme Herschel Soref ou le rabbin Sadok, mais également une littérature messianique. Ça, c'est un peu plus ennuyeux parce qu'elle se diffuse
et les fidèles de ces faux messies leur sont restés fidèles par la suite également. Alors, petit à petit, ça disparaîtra, mais ça mettra un long moment. En tout cas, ils ont eu un impact catastrophique sur le judaïsme polonais. Et puis là-dessus arrivent des rabbins qui ont une approche qui au départ peut sembler un peu similaire, un peu mystique comme ça, mais avec une très très grande différence, ils ne dévient absolument pas de l'orthodoxie. On parle là de David Hirsch Posner ou du rabbin Shmuel Föbus Kahana, qui écrivent des livres où ils parlent d'une Géoula qui est proche, donc une approche mystique, une approche de l'avenir, du futur, mais ils ne vont jamais dévier. Si je vous dis ça, c'est pour bien situer que suite à Chmielnicki, on est toujours dans cette période-là, fin du XVIIe, début XVIIIe, l'ambiance est tellement désastreuse, tellement catastrophique, qu'elle est propice à l'avènement de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui va nous relever la tête et nous aider. Et il y a évidemment des opposants à, à Shabtai Tzvi et Franck. Je vous ai parlé de Yaakov, du rabbin Yaakov Emden de Altona. Ces dates, c'est toujours la même chose, 1697, la fin du XVIIe, début XVIIIe. Il décède en 1776. Il a écrit environ 25 livres, dont notamment un livre très polémique contre un autre rabbin qui s'appelle Jonathan Eibeschutz. Il a également écrit un sidour commenté qui a eu beaucoup d'opposition. Il y a eu d'une part l'opposition du rabbin séfarade de Altona, Moshe Chagiz. Je vous rappelle qu'Altona, c'est dans le nord de l'Allemagne. Ce sont trois communautés jumelées, Altona, Hambourg et Wandsbek. Et il y a beaucoup de juifs séfarades là-bas, qui sont des juifs qui ont quitté l'Espagne ou le Portugal, passé par la Hollande ou pas, et qui sont arrivés dans le nord de l'Allemagne, qui étaient tolérants. Voilà, alors ça c'est un de ses opposants, mais surtout c'est le grand rabbin de ces trois communautés, et c'est pas n'importe qui, c'est le rabbin Ezekiel Katzenelnbogen, qui s'oppose violemment à ce sidour commenté de Emden, et la polémique va durer jusqu'au décès de Rav Katzenelnbogen. Voilà, alors le rabbin Katzenelnbogen décédé, Emden va retourner sa vindicte contre Eibeschutz, et il va y avoir une polémique terrible, mais je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure. Emden, c'est pas n'importe qui non plus. C'est véritablement un très grand Talmid Chacham, parfaitement reconnu par ses pairs, mais qui a un caractère et un ego un petit peu difficile à gérer. Et ça va aller très loin, cette polémique. Jonathan Eibeschutz, de l'autre côté, il est né en 1690 à Cracovie et décédera en 1764 à Altona, toujours le même Altona. Une petite anecdote, pas très sympathique, mais enfin anecdote quand même. Le grand rabbin de Vienne, Samson Wertheimer, voulait lui donner sa fille en mariage, laquelle jeune fille a trouvé que le rang social de Eibeschutz n'était pas digne de sa personnalité et a refusé le mariage. Alors il est parti, il est allé à Prague, et à Prague, il a épousé pas n'importe qui, la fille du rabbin de Prague qui s'appelait Yitzhak Spira. C'est pas un petit cousin, je vous rassure, j'en ai pas les vertus. En tout cas, il épouse cette jeune femme, et après, il va bouger. Il sera 2, 3 années Rosh Yeshiva à Prague, ensuite il va à Hambourg, ensuite il sera rabbin de Metz, pour finir grand rabbin de Altona, Hambourg, Weisbeck. C'est peut-être une des raisons, mais ce n'est pas la seule, certainement pas. Mais il est clair que le rabbin Emden aurait voulu avoir ce poste de grand rabbin de Altona, Hambourg et Wandsbek. Et il ne l'a pas eu. Alors il a certainement été un petit peu vexé, sinon blessé, sinon encore un petit peu plus. En tout cas, la controverse démarre. Emden accuse Eibeschutz d'écrire des amulettes. Oui, sauf que des amulettes, à l'époque, c'était une chose tout à fait courante. Nous allons voir que le Baal Shem Tov aussi écrivait des amulettes qui apportent de l'espoir, disons, aux gens. Je ne sais pas si leur efficacité est avérée, mais ce qui est certain, c'est que ça donne beaucoup d'espoir aux gens pour guérir un malade, pour améliorer sa situation, etc. Il y a deux choses plus graves. D'une part, il y a des élèves de sa yeshiva
qui ont des tendances sabbatéistes. Ah, ça c'est un petit peu ennuyeux. Et surtout, le propre fils de Jonathan Eibeschutz, Wolf Jonas, va se prétendre prophète et adhérer aux idées de Shabtai Tzvi. Alors ça, c'est un peu beaucoup quand même. Maintenant, Eibeschutz, il est soutenu par tout le rabbinat traditionnel, sauf qu'après l'histoire de son fils, il est obligé de fermer sa yeshiva. On estime que le rabbin Jonathan Eibeschutz a formé environ 20 000 élèves, c'est-à-dire la plus grande formation intellectuelle qu'il y ait jamais eu dans le monde des yeshivot. Emden, de son côté, reçoit le soutien du roi du Danemark. Il avait été expulsé d'Altona. Le roi du Danemark impose au Vad Arba Aratzot, le Conseil des 4 pays, de le réintégrer à Altona et de lui payer en plus des indemnités. Voilà. Alors, Eibeschutz, il a écrit plus ou moins une centaine de livres qui ont tous été publiés à titre posthume. Et je vous avais parlé de 3 leçons de Eibeschutz. Une tirée de la Megillah de Purim, va et rassemble les Juifs, c'est ce que dit la reine Esther à Mordechai, va et rassemble les Juifs. Un deuxième axe de réflexion, où d'ailleurs il retrouve une entente avec Emden sur les lois noachides, et il tire de l'étude des lois noachides la conclusion que les chrétiens ne sont pas idolâtres. C'est le point de vue d'Eibeschutz, c'est même le point de vue de Emden. Et puis, troisième chose qui reflète vraiment une bonne connaissance de la nature humaine, l'abondance de la manne a fait que les Juifs en voulaient toujours plus. C'est-à-dire que quand nous avons l'abondance, on peut un petit peu le constater, mais enfin, il faut nuancer ses propos quand même. Quand nous avons l'abondance, on risque de s'oublier un petit peu en vaine querelle. Voilà, alors dans les yeshivot, cette controverse entre Emden et Eibeschutz est éteinte depuis très longtemps, mais très curieusement, dans les universités, dans les unités d'études juives, la controverse continue. Est-ce que oui ou non, Eibeschutz était hérétique? Voilà. Alors, d'autres rabbins vont embrayer sur cette approche mystique du judaïsme, l'approche mystique des faux messies, je vous rappelle quand même. Sauf que ils ne dérangeront jamais à l'orthodoxie. Ça, c'est essentiel et nous allons en parler tout de suite. Alors, évidemment, le tort qu'a fait Franck et Shabtai Tzvi est tel qu'on s'est parfois trompé sur eux, on les a crus hérétiques, déviants, etc., et on les a condamnés, après on est revenu là-dessus. Mais bon, parfois ça a été très difficile, et je vous ai raconté l'histoire de Rav Moshe Chaim Luzzatto, qu'on appelle le Ramchal, dont les dates sont 1707-1747, c'est très court, hein, c'est une vie d'une quarantaine d'années. Il est né à Padoue, qu'est-ce que ça a à voir avec la Pologne? Eh bien, ça a à voir avec la Pologne parce que cette pagaille provoquée par ces faux messies touche la Pologne, touche le monde séfarade, touche l'Italie, touche Israël, ou la Palestine de l'époque, et donc on communique. Et c'est bien un rabbin de Venise qui n'est pas un rigolo, quelqu'un de sérieux, Rabbi Moshe Aziz, de Jérusalem, qui envoie des lettres aux rabbins de Venise pour les prévenir, attention, le Ramchal est un hérétique. Alors du coup, il va avoir beaucoup de difficultés. Il sera obligé de quitter Padoue après avoir rédigé un livre qui s'appelle le Zohar Tignana, où il parle d'une révélation qu'il aurait eue ou un rêve prémonitoire, quelque chose dans ce goût-là. Ça passe très très mal. Il part pour Amsterdam d'abord et ensuite pour Akko en Israël. Mais surtout, il publie en 1740 un livre tout à fait essentiel dont on s'inspire encore aujourd'hui très largement, c'est le Messilat Yesharim, le sentier de rectitude, la voie de la droiture, un livre de morale qui est très très largement utilisé encore de nos jours. Voilà, il aura une vie très difficile et arrivé à Akko 2-3 ans après, il décède dans une épidémie. Voilà, nous en étions là et on se rend compte, on va continuer maintenant, que le chassidisme qui va naître maintenant, qui est dans la même mouvance d'un mouvement mystique, d'un mouvement éthéré, d'un mouvement spirituel qui s'apparente
apparemment, s'apparente, mais c'est en surface, avec les déviances de Shabtai et de Franck, le chassidisme va se développer, mais vous savez très bien qu'il va rester dans une tout à fait stricte orthodoxie. Et il répond à des aspirations populaires. À l'inverse de l'enseignement talmudique traditionnel très sévère, qui est le produit de longues années d'études dans les grandes villes en Pologne et ailleurs, le produit d'une intense activité culturelle, d'une recherche, de discussion. Or, ce judaïsme strict, non pas au niveau de la pratique, mais au niveau de l'étude, exigeant, ne répond plus vraiment aux besoins d'une grande partie des Juifs de Pologne, qui viennent d'être terriblement secoués par Chmielnicki. On se situe une cinquantaine d'années après, 40 ans après, même un petit peu avant, vous allez voir tout de suite. Ça ne répond plus. Ces gens sont moins éduqués, moins cultivés, et il leur faut autre chose. Le chassidisme leur offre une approche religieuse adoucie, plus simplifiée, imprégnée de mysticisme aussi, évidemment, nettement mieux adaptée aux masses misérables qui traînent aujourd'hui maintenant en Pologne. Alors, une approche qui, ce que je vous ai dit, peut sembler teintée de fausses messianités, et c'est cette incompréhension qu'on peut comprendre, encore une fois, qu'on peut comprendre parce qu'on avait peur. C'est cette incompréhension qui va provoquer une opposition farouche entre les chassidim et les mitnagdim. On craint le même type de schisme qu'il y a eu du temps des Caraïbes. Les Caraïtes, avec Gaon Saadia, il y a eu une guerre terrible avec les Caraïtes, et là c'était vraiment une déviance. On craint la même chose. Donc on va réagir brutalement. Alors le chassidisme. Voilà un nom qu'on vient de forger en Pologne. Ah ben non, pas du tout. Les premiers chassidim dont on parle, et je vous en ai parlé, ça doit faire 12 ou 13 ans, enfin un petit moment déjà qu'on est ensemble, il s'agissait des opposants aux Mityavnim, des Juifs en Palestine, en Israël, qui s'opposaient aux Juifs hellénisés qui voulaient introduire la culture grecque en Israël. Ce sont les premiers chassidismes nommés dans les livres d'histoire ou dans le Nar. Voilà. La guerre entre chassidim et Mityavnim, on est là 2 siècles avant l'ère commune. Et puis, on a également des chassidim dont je vous ai déjà parlé de façon beaucoup plus récente, dans au Moyen-Âge allemand, où il y a beaucoup de juifs mystiques, très très religieux, qu'on nomme chassidim, et qui se répandent à travers la vallée du Rhin et un petit peu plus loin également. Deuxième occurrence où l'on parle de chassidim. Donc, ce n'est pas là nouveau, ce n'est pas la première fois qu'on parle de pieux, de juste, de droit. Et, comme vous le savez, c'est Israël ben Eliezer. On va faire court, ce sera plus simple, celui qu'on appelle le Besht, le Baal Shem Tov, s'appelle Israël ben Eliezer, qui est désigné comme le fondateur du chassidisme. Mais ça coince tout de suite, ça bloque. C'est pas vrai, c'est pas lui. Alors je vais me faire assassiner, mais c'est pas grave. Ce n'est pas le Baal Shem Tov qui a initié le chassidisme, et je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors, en ce qui concerne le Besht, il est né à Okopi, dans l'Ukraine, en 1698 et décède à Medjugorje en 1760, donc à peu près 65 ans. Voilà. Sauf que, historiquement, cette aspiration à un renouveau du judaïsme, dont on vient de parler dans le résumé, par une prédominance de la piété sur le légalisme, c'est ça les fondements essentiels. C'est essentiellement de la piété. Or, ce renouveau était déjà très largement diffusé. Qu'est-ce qui s'est passé? 1685, c'est le début de l'ère des Lumières. Alors, il y aura beaucoup de conséquences à ça, on ne va pas en traiter ce soir. Mais il y aura une conséquence, c'est que vont apparaître des cercles en Pologne que l'historien Tollet appelle, je ne sais pas pour quelle raison, des cercles pneumatiques. Pourtant, il n'y a pas encore de télégramme. En tout cas, ces cercles sont les
Si quelqu'un la répond, j'aimerais bien la voir. Ces cercles sont les précurseurs du chassidisme. Ils sont rigoureusement indépendants les uns des autres, marginaux dans le judaïsme, donc des petits groupes avec un chef, avec un chassid, autour de personnages qui sont des personnages de très très grande qualité, comme Rabbi Pinchas de Korczek ou Rabbi Menachem Mendel de Bar, ou encore Rabbi Nachman de Kosov. Je ne sais pas si vous voulez retenir tous ces noms, il y en a pas mal qui vont défiler. Donc voilà, en tout cas, sachez que ce sont des rabbins de très bon niveau et qui développent des idées qui sont proches du chassidisme, qui sont précurseurs du chassidisme, mais chacun dans son coin. Et il y aura d'autres encore de ces rabbins qui sont contemporains du Becht, mais au lieu de se regrouper, chacun restait dans sa chapelle, si je peux dire, et il y a une tension permanente. Tous ces groupes qui formatent, qui formulent, qui imaginent Une seconde. Oui, Brigitte, je suis là. Il est pas. Qu'est-ce qui se passe? Ma Corée. Georges, il arrive à se reconnecter? Non, il est parti. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est déconnecté. Je vais l'appeler.
Ok. Attends, Georges ne voit pas. Moi, je l'appelle. On va continuer comme ça. Pas de souci. Ouais, Georges me répond pas au téléphone. Georges ne répond pas. Georges me répond pas au téléphone. Oh, c'est Cécile alors. Et Cécile ne répond pas plus. C'est très bizarre. Moi, j'ai pas le fixe, Odile. Peut-être qu'ils ont un fixe. Oui, j'ai un Ou fixe. peut-être appelle Cécile. Ouais, Ouais. je vais essayer, tu as raison sur le fixe. Voilà, j'appelle le fixe. On a Internet. Panne de téléphone, on a Internet. Panne de box. C'est ça sur son téléphone ou sur le fixe? Un téléphone, ta fausse. Et voilà, on reprend. OK. Ça va? Je peux y aller? Ouais, on reprend un petit peu avant parce que pendant 30 secondes, tu étais bloqué. On parlait sûrement dans le vide. Oui, On oui. t'entendait pas. Ah, je suis désolé pour cette panne, indépendante de ma mauvaise volonté. Mais voilà, ça arrive. C'est les mystères de la technologie. Alors, je reprends quelques mots avant. Je vous disais qu'en 1685, le siècle des Lumières va commencer, qui va bouleverser beaucoup de choses. Donc, on ne va pas s'étendre là-dessus. Ça, on le reprendra dans un autre épisode. Mais il y aura aussi une réaction en Pologne, et notamment sont donc apparus des cercles diplomatiques, d'après l'historien Tollet, je ne sais pas d'où il cherche ce mot, et qui sont des cercles qui conçoivent un judaïsme plus mystique, donc imprégné, je le mets vraiment entre guillemets, par l'ambiance de Sabtai Tzvi et de Franck, mais sans aucune déviance religieuse. C'est essentiel. Ce sont des gens très très sérieux qui ont travaillé là-dessus, notamment Pinchas de Korczak et Menachem Mendel de Bar. Voilà. Et ils vont donc créer des groupes mystique, avec le développement d'une espèce de morale, quelque chose qui convient bien aux populations. Ils vont avoir des élèves, évidemment, mais ils ne vont pas se regrouper. Chacun aura sa chapelle propre dans son coin, va la développer gentiment, et puis ça s'arrête là. Ce ne sera que 10 ans après la mort du Baal Shem Tov, donc c'est beaucoup plus tard, que le fameux Maguide de Mézérich, dont je vous parlerai tout à l'heure, Rav Dov Ber, arrivera à unir ces différentes petites chapelles sous un chapeau commun qu'on appellera donc le chassidisme. Ces chassidim dont je viens de vous parler, Pinchas de Korczak, Menachem Mendel de Bar ou Nachman de Kotzov, sont des gens de très très haut niveau. Parfois, Baal Shem Tov, les maîtres du bon nom. Alors ça, c'est une notion très compliquée. Il ne m'appartient pas de vous l'expliquer, ça c'est le rôle des rabbins. En gros, quand même, ce sont des gens qu'on considère d'un niveau tout à fait supérieur, capables, entre autres, de faire des miracles. Alors, les miracles, ils se produisent toujours, surtout quand on y croit beaucoup. Ça fonctionne, mais ça aide les populations misérables. Et je le dis absolument sans aucune ironie. Ce sont des Baalé Shem Tov, comme le Bèche qui est un Baal Shem Tov. Voilà. Alors, ces gens, certains d'entre eux sont fortunés, mais la grande majorité d'entre eux sont extrêmement pauvres, ils sont itinérants, ils sont obligés de trouver leur pitance quotidienne, et ce sont vraiment des gens très, très miséreux en général. Par contre, ils diffusent une nouvelle attitude morale et religieuse, quelque chose de très différent de ce qui se faisait jusque-là. Alors, par rapport au rabbinat traditionnel ou institutionnel, si vous voulez, de Pologne, qui a un revenu assuré,
eux ne représentent aucun danger, entre guillemets, ils ne représentent aucun danger, apparaissant plutôt un peu pitoyables, et donc les rabbins traditionnels les laissent faire, d'autant plus qu'ils ne pèsent pas très lourd face à de grands talmudistes, de grands talmidei chacham, et sauf exception, ils n'étaient pas persécutés. Ce ne sera pas le cas des chassidim après. Voilà, alors beaucoup de ces gens vont rejoindre le Baal Shem Tov, et voyons voir un petit peu leur histoire dans les grandes lignes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, il y en a beaucoup, mais dans les grandes lignes. Alors, on va un premier déjà, Nachman Orendka. C'est date 1680-1765. On est toujours au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle. Il étudie la Torah à Brody, devient par la suite un très proche du Baal Shem Tov, du Pesht, et il marie, pas n'importe quoi, il marie son fils à la petite fille du Baal Shem Tov, et il s'installe ensuite à Tibériade. Mais qui est ce monsieur Orenka? Eh bien, figurez-vous que c'est un descendant direct de Rabbi Yehuda Lev de Prague, le Maharal, à la 7e génération. On va en trouver un autre tout à l'heure encore, qui est aussi un descendant du Maharal. Donc, ce qu'on appelle en yiddish un yichus, une lignée honorable, très longue et qui remonte très très loin. Et puis, Rabbi Nachman Orenka, il a un petit-fils. Ah, ça, vous ne devinerez jamais qui c'est. Ça n'est rien moins que Rabbi Nachman de Braslav. Donc, vous voyez cette lignée de gens de très très haut niveau qui vont adhérer au chassidisme et qui sont des personnages de très 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 grande valeur. Ça, c'est le premier. Un autre, il y en a beaucoup, je ne vais pas tous vous les citer, quelques exemples comme ça. Pinchas de Koretz, Rabbi Pinchas de Koretz. Un tout petit peu plus tardif, 1726-1791, il est né en Lituanie et c'est un des derniers disciples du Baal Shem Tov. Il deviendra, lui également, un maître du chassidisme et un de ses disciples, sera le propre petit-fils du Pesht, Baruch de Medjibij. Difficile de prononcer ce nom. Voilà. Et Pinchas de Koretz s'opposera à certaines conceptions du Maggid de Meseritch, Rav Dov Ber. Donc il y a là aussi des oppositions, mais pas violentes, ne vous trompez pas, ce sont des conceptions un peu différentes, et il va par moments s'opposer à Rav Dov Ber. Je vous l'amorce comme ça va donner naissance par la suite à des cours chassidiques. Ce n'est pas la seule raison, il y en a d'autres. On y viendra petit à petit. Voilà. Alors, toujours Pinchas de Koretz prend des positions politiques contre les Russes, et l'un de ses descendants est le Rav Meir Shapiro, ça c'est un nom que vous connaissez, qui est à l'origine du Daf Hayomi que nous étudions tous les jours, depuis beaucoup d'années. Rav Meir Shapiro de Lublin. Voilà. Revenons à Israël Ben Eliezer, le Baal Shem Tov. Lui, il naît le 25 août 1698 et décédera à Medjibij le 22 mai 1760, donc âgé de 62 ans. Voilà, en Ukraine, Medjibij. Il naît 50 ans après Chmelniki. Donc l'affaire n'est pas encore digérée, loin de là. Et il naît également après le désastre de Shabtai Tzvi et de Jacob Frank. Ça, c'est encore moins digéré, surtout pas par le rabbinat traditionnel. Alors, il va aider les Juifs à surmonter ces épreuves en s'inspirant largement de la Kabbale de l'Ouria. Donc, on rentre là dans la mystique. Et qu'est-ce qu'il dit? Il prône la joie populaire. Ah, ce n'est pas très traditionnel dans les yeshivot lituaniennes, hein? Encore pas aujourd'hui, je crois. Et puis, il prône la foi contre l'austérité et l'élitisme, justement, des yeshivot
essentiellement lituanienne ou du nord de la Pologne. Donc voilà, joie populaire et foi contre élitisme et austérité. Alors, on ne sait pas grand-chose de lui, très curieusement. Il est tellement célèbre, mais on ne sait pas grand-chose de lui. On n'a pas de portrait, on n'a pas d'écrit. Il n'y a rien écrit. Ses élèves ont écrit après. Au point, et je l'expliciterai plus en détail tout à l'heure, que Elie Wiesel est très calé en chassidisme, dira, avec un peu d'exagération, qu'on n'a pas de preuve que derrière la légende, il y a un homme, un visage ou un destin. Sauf que tout à l'heure, je vous expliquais que si, on a les preuves de l'existence du Baal Shem Tov. Ce n'est pas seulement un mythe, c'est un homme qui a véritablement existé, nous allons voir ça tout à l'heure. Alors évidemment, c'est exagéré, mais ça veut dire qu'on ne sait pas grand-chose de lui. Tous les récits nous donnent une image de ce personnage. Et beaucoup de récits biographiques sont liés à des miracles qu'il aurait réalisés. Alors on va voir comment il a pu faire ça. Alors voilà effectivement ce que l'on sait. Il est né en 1698 dans un village près de Tchernobyl, donc en Ukraine. Et il décède en 1760, on l'a vu, à Medjibij. Excusez-moi un instant. Voilà. Alors, la Pologne est à ce moment-là, vous le savez, un très important foyer intellectuel juif, intellectuel, spirituel. C'est vraiment le centre juif du monde, avec de nombreux yeshivot, et surtout une autonomie par le Vad Arba Aratzot, le Conseil des 4 pays. Israël est le fils de Eliezer et Sarah, des gens pieux et très très pauvres. Et puis, il perd ses parents très jeunes. Vous voyez que c'est une histoire pas très sympathique, pas très rose, mais la communauté le prend en charge. Et il a 3 fonctions. Il devient gardien de la synagogue, livreur d'argile. J'imagine que c'est un travail très dur. L'argile, c'est lourd. Et puis, il est assistant de l'instituteur. Il n'est pas très savant. Ce n'est pas un grand érudit, le Baal Shem Tov. En tout cas, pas dans la première partie de sa vie. Ce n'est pas un grand savant. Et d'ailleurs, petit déjà, il faisait l'école buissonnière pour aller courir dans les bois pour observer la nature. Ça vous dit quelque chose, ça, des mouvements chassidiques contemporains, notamment de Nachman de Braslav, d'aller dans la forêt? Ben voilà, bon, voilà une source. Donc, tout petit, il va observer la nature. Et puis, ce qu'on lui reconnaît, dès l'âge de 18 ans, c'est une scrupuleuse honnêteté et surtout une remarquable connaissance, malgré son jeune âge, de la nature humaine. À telle enseigne d'ailleurs qu'on le désigne comme médiateur pour résoudre les conflits qu'il peut y avoir entre des juifs de la communauté. À 18 ans, quand même très jeune. Voilà. Et puis, voilà qu'il y a un monsieur qui vient, qui s'appelle rabbin Ephraim de Brody, et il vient dans le village pour régler un problème d'une discussion qu'il y a entre 2 juifs. Et puis, à cette occasion, il apprend à apprécier le Baal Shem Tov et lui propose sa fille Hana en mariage. Ce qu'il va faire, le rabbin, ils se mettent d'accord pour les fiançailles, sauf que, manque de peau, Ephraim de Brody décède peu après, avant le mariage. Alors, le Baal Shem Tov, il va voir son futur beau-frère, qui n'est pas n'importe qui. C'est le rabbin Abraham Gershon de Kouti, un Talmid Chacham largement reconnu. Il va voir cet homme et il arrive chez lui vêtu comme un paysan, très simplement, même misérablement. Ce monsieur Abraham de Kouti est un Talmid Chacham et également un brillant kabbaliste. Alors quand il voit arriver cet homme, il va lui donner une tzedaka, évidemment. Et puis Eliezer, il sort une lettre de sa poche, il lui dit: ah non, 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 ton père m'a fiancé avec ta sœur.
Quand il voit ça, il est affolé, le brave Abraham. Gershon essaie par tous les moyens de dissuader sa sœur d'épouser ce pouilleux, ce va-nu-pied, ce misérable. Ben, il n'y a rien à faire. Elle veut absolument épouser le Baal Shem Tov. Bien. Alors, après le mariage, le beau-frère, ben, il s'est adouci, il n'a pas le choix. Il les invite à habiter chez lui. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont vraiment rien. Et puis, chez ce rabbin, eh bien, il y a des discussions talmudiques. Il y a des Talmidei Chachamim qui viennent, on discute. Et évidemment, le Baal Shem Tov, de temps en autre, il met son grain de sel. Seulement, il met le grain de sel véritablement de ce qu'on appelait un Am Haaretz, quelqu'un qui n'avait vraiment pas de connaissances. Et il était complètement à côté. Il est misérable dans ses répliques. Il a peu d'érudition, je vous le rappelle. Alors, son beau-frère lui dit, écoute, tu devrais aller à la yeshiva et te mettre à l'étude. Et le Baal Shem Tov refuse catégoriquement. Le Baal Shem Tov sera un autodidacte. Et je ne sais pas si vous vous imaginez, autodidacte dans le domaine de la philosophie, de la mystique, de la Kabbale, ça devait être un esprit tout à fait supérieur. Il n'ira jamais dans une yeshiva. Et pourtant, il aura un niveau unanimement reconnu, en tout cas au niveau de la mystique et de la Kabbale. Peut-être pas au niveau de l'érudition aride du Talmud, un petit peu moins, mais il aura un shoutaf pour ça, il aura un compagnon, ça nous en parlerons tout à l'heure. Voilà, alors les réflexions du beau-frère ternissent un petit peu la réputation de ce rabbin qui est de grand niveau. Alors, il leur propose d'aller habiter une petite maison qu'il possède dans les Carpates, un bled perdu dans les Carpates. Le Baal Shem Tov est ravi, heureux, c'est tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Il veut une vie simple et modeste et il accepte avec joie la proposition de son beau-frère. Donc, ils vont s'installer là-bas, ils auront 2 enfants, Adel et Tzvi Hirsch, et dans les Carpates, il va se rapprocher des gens du peuple. On parle des Juifs, là, évidemment. Des gens simples, des gens de peu de culture. Il les aime. Il apprend là-bas des plantes médicinales. Ça vous dit quelque chose, ça, l'histoire des plantes médicinales? Il y a déjà une fois un bonhomme qui a appris ça. Il y a son disciple qui a cassé sa pipière et qui faisait des miracles parce qu'il avait appris les plantes médicinales chez les Esséniens. Eh bien, le Baal Shem Tov aussi apprend l'utilisation des plantes médicinales. Et en fait, quand les gens s'approchent de lui, ils voient d'abord en lui, finalement, un herboriste. Un herboriste. Voilà. Mais un herboriste qui écrit quand même des amulettes et qui parfois soigne les gens. Et puis il réussit pas mal quand il soigne des gens. Alors, il va voyager un petit peu, pas très loin, en Podolie, en Volhynie. C'est vraiment à la frontière de la Pologne et de l'Ukraine. Et petit à petit, il a la réputation de faire des miracles grâce à sa fameuse médecine herboriste. Et puis, il finit par avoir pas mal de disciples. Oui, mais lui, il veut une vie tranquille, il n'a pas envie d'avoir une cour énorme. Alors bon, finalement, ses disciples ils viennent et finalement, il va asseoir son autorité. Vers 1740, il s'installe à Medjugorje pour enseigner. Et alors là, c'est intéressant ce qui se passe parce que toute l'élite intellectuelle de la région vient l'écouter. Un autodidacte face à vraiment des Talmidei Chachamim. On vient l'écouter et la ville devient littéralement le centre névralgique du chassidisme. En 1746, il révèle à ses élèves que dans un rêve, Mashiach lui a dit qu'il se révélerait quand les enseignements d'Eliezer, donc ses enseignements, seront suivis dans le monde entier. Et plus tard, un petit peu plus tard, de grandes autorités rabbiniques seront ses disciples. C'est assez incroyable. Là, quelqu'un qui n'a pas le niveau de ces Talmidei Chachamim et qui arrive à les convaincre. Maintenant, je vous ai bien dit que des Chachamim sont tombés dans le piège de Shabtai Tzvi ou surtout de Jacob Frank, donc on ne va pas être étonné qu'ils tombent dans les bras du Baal Shem Tov qui, lui, va dans le bon sens, évidemment. Et pas mal de grands érudits seront ses disciples et attestent de son érudition
pas tant livresque, pas tant dans le Talmud que spirituel, mystique et kabbalistique. C'est quand même assez remarquable. Vous savez, la Kabbale, moi, j'y connais rien. C'est très compliqué. Et c'est assez remarquable de voir comme il a pu accéder à ces secrets. Voilà quelques-uns de ces gens qui l'ont rejoint. Le Rav Meir Margaliot, rabbin de Lvov. Lvov, c'est quand même une très grande ville, une très grande communauté. Il est rabbin de Lvov et d'Ostro, donc de deux communautés. Il a écrit un livre qui s'appelle Tshuvot Meir Netivou. Et il vient rejoindre le Baal Shem Tov. Quelqu'un d'autre, ça, celui-là, on va en reparler un petit peu plus tard, encore une fois, c'est Rabbi Yaakov Yosef HaKohen de Polne. Très, très grand personnage qui diffusera, mais je ne vous en parle pas maintenant, juste le grand thème, il va diffuser les pensées et la philosophie du Baal Shem Tov en Ukraine et en Pologne. Un personnage important dont nous parlerons. Yaakov Yosef HaKohen de Polne. Et il y a le Rav Maguid de Meserich, Rav Tov Ber. Il va aussi le rejoindre. Oh, pas très vite. Ça, nous allons raconter tout à l'heure. Mais vous allez voir, le Chida, il n'y a rien à voir avec la Pologne, le Chida. Rabbi Chaim David Abzoulet, qui a vécu à la fin du 19e, non, début du 19e, écrit dans ses œuvres, parle du Baal Shem Tov dans les termes les plus élogieux. On est très loin. Le Chida, il est basé à Livourne. Avant, il était au Maroc, il est basé à Livourne. Eh bien, il parle du Baal Shem Tov, qu'on va pourtant décrire terriblement dans les milieux rabbiniques, mais un petit peu plus tard, pas du temps du Baal Shem Tov, c'est une autre affaire, pour plus tard. Et il va parler dans les termes les plus élogieux du Baal Shem Tov. Alors, il y a quelques mauvais esprits, évidemment, qui parlent du Besht comme d'un mythe, notamment ce que je vous ai dit tout à l'heure, et Wiesel. Et voilà ce qu'il écrit, Wiesel. Il n'existe de lui aucun portrait, aucun document, aucune signature pouvant servir de preuve que derrière la légende, il y avait un homme, un visage, un destin. Voilà ce qu'écrit Wiesel, probablement avec un peu d'exagération, sauf que les preuves existent. Il y en a 3. Mais tu as déjà dit ça. Je n'ai pas donné les preuves. Il y a ma femme qui me redresse. Les 3 preuves. Le Sidour de Baal Shem Tov qui a été récupéré et qui est plein d'annotations et de commentaires manuscrits, c'est une chose. Alors, un Sidour, on peut le falsifier, d'accord. Il y a quand même sa tombe au cimetière de Medjibich qui est là. Mais surtout, il y a une preuve qui n'a rien de juif du tout, mais qui est remarquable. Ce sont les listes des contribuables de Medjibich qui existent, toujours encore aujourd'hui, dans les archives de la ville. Et ces listes contribuables, on y trouve le nom de Israël Ben Eliezer, docteur, exonéré d'impôts, et de même que le nom de beaucoup de personnes qui l'ont rejoint, de ses disciples qui l'ont rejoint au fil du temps, et des livres, des personnes dont on parle dans un livre qui s'appelle Les prodiges du Besht, donc les miracles du Baal Shem Tov, et puis tout à coup son nom va disparaître des registres municipaux en 1760, date du décès du Baal Shem Tov. Donc M. Wiesel s'est trompé, les preuves sont là, le Baal Shem Tov a bel et bien existé. Mieux encore, en 2005, la Gudat Ohale Tzadikim a reconstruit la yeshiva et le Bet Knesset du Baal Shem Tov à Medjibich. Manière de commémorer, et puis c'est une bonne opération touristique, vous connaissez l'histoire. Alors, de son vivant, le Baal Shem Tov a eu peu d'opposition. Pourtant, vous connaissez l'histoire des Mitnagdim et des Chassidim, oui, mais ce n'est pas du temps du Baal Shem Tov. Ce sera plus tard. Il y a eu peu d'opposition entre les différents mouvements du judaïsme en Pologne. Au contraire, d'ailleurs, le Baal Shem Tov va rejoindre les Mitnagdim dans leur lutte contre les mouvements franquistes ou sabbatistes, ou leurs descendants, ou leurs successeurs.
Tellement d'ailleurs qu'il est désigné par le Vaad Arba Haratzot pour une controverse contre les franquistes opposant le Zohar au Talmud, en disant que le Talmud, c'est pas sérieux, et rejetant toutes les pratiques du judaïsme. Donc, il va y avoir cette discussion, cette controverse contre les franquistes, menée par le Baal Shem Tov au nom du rabbinat traditionnel et sous la coupe, sous l'autorité du Vaad Arba Haratzot. Ça, c'est quand même un phénomène intéressant qui va complètement à l'encontre de ce qui se passera un petit peu plus tard. Bon, il y a beaucoup d'adeptes de francs qui vont se convertir au christianisme. Il les meurtrit de ça. Il écrit d'ailleurs, tant qu'un membre est malade, on peut le soigner. Une fois qu'on l'a amputé, on ne peut plus rien faire. C'est exactement ça. Ce juif qui a quitté le judaïsme pour rentrer dans le christianisme est définitivement perdu. Il échoue à entraver ses conversions et est très déçu. Il décède le 22 mai 1760. Son enseignement repose sur 10 principes essentiels. Je vous dis tout de suite, je vous donne quelques grandes lignes. Moi, ce n'est pas dans mes compétences de vous parler de l'enseignement du Baal Shem Tov, mais quand même quelques lignes importantes et qui sont intéressantes. Alors, 10 principes essentiels. Tout d'abord, la émouna, la foi. Ça, c'est absolu. C'est la définition magistrale, si je peux dire, du chassidisme. La confiance en Dieu, confiance en Hachem. Savoir un petit peu plus difficile, savoir reconnaître en toutes circonstances la présence de Dieu. La prière, et pour couper court à toute polémique, puisque c'est dans ces principes, l'étude de la Torah, l'amour du peuple juif, et on voit aujourd'hui des mouvements chassidiques comme par exemple Chabad, qui franchement en font la preuve, parce qu'ils font des efforts considérables. On peut discuter beaucoup, on peut dire beaucoup de choses, mais on ne peut pas nier qu'ils font la preuve qu'ils ont l'amour du peuple juif, puisqu'ils vont récupérer des juifs perdus au fin fond du monde pour les ramener au giron de la communauté. La confiance accordée aux tzadikim. Les tzadikim sont les justes, ce sont ces Baal Shem. C'est un petit peu plus compliqué cette affaire-là, mais bon voilà. L'unité du peuple juif. Vous voyez qu'on a des leçons à prendre du Baal Shem Tov. La bonté et la joie. L'important pour le Baal Shem Tov, c'est la dvekout. La dvekout, c'est l'union, c'est être collé à Akadosh Baruch Hu, qui doit faire partie de notre vie à chaque instant, à chaque moment de notre vie. Et puis, il faut étudier la Torah. Les choses sont absolument claires, mais privilégier la prière par rapport à l'étude talmudique. Ça, évidemment, les yeshivot de Lituanie n'ont pas beaucoup apprécié. Privilégier la prière sur l'étude talmudique. C'était la norme dans le chassidisme. Ce n'était pas la norme dans le monde des yeshivot. Et à partir de ce moment-là, le chassidisme est perçu effectivement comme un mouvement mystique et bien plus qu'intellectuel, émotionnel, bien plus que rationnel. On est dans deux conceptions, dans deux approches du judaïsme. Elles ne sont pas incompatibles, mais elles sont carrément parallèles. Elles se développent de manière très différente. Et 3 thèmes sont préconisés par le Baal Shem Tov. La joie qui exclut toute mortification, la simcha. Nous allons avoir tout à l'heure un exemple avec Rav Dovber, justement, et la mortification. La modestie, la simplicité, qu'on appelle shiflut. La modestie et la simplicité. Ça ne va pas être toujours très, très bien suivi dans les cours chassidiques, mais c'est un autre chapitre. Et l'embrasement de l'amour, itlaavut, l'amour, par là de l'amour de Dieu, évidemment. Certaines pratiques de la tfila gomment l'écart entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Alors ça, c'est un peu plus difficile. C'est tout le problème. Je n'aime pas beaucoup le terme de transe, mais en tout cas, les transports de la tfila chassidique sont parfois assez spectaculaires. Et surtout à cette époque-là, on n'avait pas encore l'habitude, c'était tout nouveau.
ou quand des étudiants de yeshivot traditionnels voient ces danses effrénées des chassidim, ils sont tout à fait affolés. Ils sont affolés, il faut le comprendre. Et ce qui va nous provoquer des problèmes dont nous parlerons certainement la prochaine fois. La communauté est dirigée par un tzaddik. Ça aussi, c'est quelque chose de totalement révolutionnaire. Le principe du judaïsme traditionnel, c'est que chaque juif rend compte à Kadosh Baruch Hu de ses propres actes. Il est en correspondance directe avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'intercesseur chez lui. Or, cette idée du tzaddik est quelque part un intermédiaire, puisque le tzaddik, par sa haute valeur, par sa grande piété, par sa grande foi, peut influencer les décrets de Akadosh Baruch Hu et peut servir d'intermédiaire et nous aider. C'est vraiment une idée nouvelle qui pose un peu un problème au rabbinat traditionnel et qui posera d'ailleurs en général un certain nombre de problèmes, mais qui va aussi aider beaucoup la population misérable à l'époque. Ce tzaddik est un intercesseur, c'est un maître du nom, un nouveau savoir, et il a un pouvoir miraculeux. Voilà. Il aide les fidèles par son exemple. Il est toujours exemplaire. On va mettre des guillemets sur le toujours. Et puis, il assume leur peine. Il prend sur lui, c'est le cas de beaucoup d'entre eux, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais il y aura des dérives quand même. Ils prennent sur eux les peines, les douleurs du peuple, les aident le peuple à porter ses difficultés. Et le Baal Shem Tov a popularisé les principes ou les thèmes de la Kabbale, et beaucoup de cercles kabbalistiques vont le rejoindre et travailler avec lui. Son principal disciple sera le Maguide de Mézérich, Rav Dov Ber, qui prendra la relève et qui assurera ensuite que le centre du chassidisme passera à Medjiboj, de Medjiboj, à Mézérich, en Volhynie. Le Maguide enverra ses élèves un peu partout, en Lituanie, en Pologne, en Ukraine, pour partager cet enseignement un peu partout, et apparaîtront par la suite, et je vais être obligé de m'arrêter parce que sinon l'heure est vraiment déborde de trop, un tout petit bout encore, si vous permettez, apparaîtront par la suite des dynasties chassidiques. C'est là que je disais tout à l'heure que la modestie n'est pas toujours au rendez-vous, mais c'est un autre problème. Voilà. Ces dynasties chassidiques vont développer chacune leur propre tradition et répondre à l'attente d'un peuple fervent, joyeux et transcendé par l'amour de Dieu et de la Torah. C'est-à-dire que de cette misère épouvantable, le chassidisme va leur permettre de basculer dans une joie. Le Shabbat, le chassid, il sort complètement du quotidien, mais même dans la semaine. Il s'extrait des difficultés de la vie par cette foi, par cette joie, par des danses, par des chants, et c'est une toute autre approche, beaucoup plus populaire, du judaïsme traditionnel. Maintenant, il faut relever que le Baal Shem Tov a signalé comme un point essentiel, et ça c'est très important, la pratique des 613 mitzvot et l'étude de la Torah sont les moyens, ce sont ses propos, sont les moyens indispensables pour parvenir à la dvekout, à l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Mais il rajoute, tout ce que j'ai accompli, je ne l'ai pas atteint par l'étude, mais par la prière. En d'autres termes, clairement, il soutient le judaïsme traditionnel, l'étude de la Torah, l'étude du Talmud, surtout la pratique des mitzvot. Rappelez-vous, que ce soit Shabtai Tzvi ou Franck, leur grand principe, c'était les mitzvot, on n'a plus besoin, on les balance. Non. Impossible d'arriver à une osmose avec Akadosh Baruch Hu si on ne respecte pas les mitzvot. C'est fondamental. Donc, on ne peut pas reprocher au Bèche quoi que ce soit d'une dérive
par rapport au judaïsme traditionnel. Évidemment, les rabbins traditionnels vont être choqués par certaines attitudes. On boit, on danse à la choule, on fait la roue en faisant des tfilotes. C'est quelque chose de complètement fou. C'est stupéfiant. C'est un manque de respect apparent d'Akadosh Baruch Hu. Et je vous répète encore, il y a eu parfois des excès, clairement, mais globalement, ce mouvement du chassidisme a sauvé, littéralement, d'un désespoir absolu, une grande partie de la population polonaise qui était, comme disait Daninos, au 36e dessous. Voilà. On n'a pas fini, je vous rassure. On a encore plein de choses à raconter. C'est une histoire passionnante et qui continue aujourd'hui. Voilà, si vous avez des questions. Toda Rabba, merci beaucoup, Georges. Et voilà, vous pouvez ouvrir le micro et poser vos questions, intervenir. Est-ce que je peux poser une question, Georges? Est-ce que le chassidisme a fait une place aux femmes? Est-ce qu'il y avait... Pas tout à fait convaincu. Non? Je ne suis pas tout à fait convaincu. Là, Monsieur Drey de Paris me parle d'un ouvrage qui s'appelle Le messianisme et la rédemption dans la pensée chassidique aux éditions Beth Lubavitch en 1995. Voilà. Alors, oui, le problème un petit peu, c'est que les livres qui parlent du chassidisme, qui sont édités par Chabad, j'en ai lu l'un ou l'autre, c'est très tendancieux quand même. Ils sont là pour défendre une idée, une idéologie. Dina, je ne sais pas répondre à ta question. Je ne sais pas. Je Ça sais fait pas. rien, ça reste une question. Oui, ça reste une question. Je vais essayer de m'informer, mais franchement, je ne peux pas répondre à ta question. Je ne sais pas. Je sais pas. Dans la vie des Baal Shem ou des tzadikim du chassidisme, on ne parle pas beaucoup des femmes, sinon qu'elles ont soutenu leur mari, qu'elles sont allées travailler, qu'elles ont mené la boutique pendant que le mari, il étudiait ou il enseignait. Ça continue. Quel était leur droit là-dedans, je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Mais on dit que Adèle, la fille du... Qu'est-ce qui... Je sais pas, l'histoire d'Adèle, la fille du... Ben, c'est pas clair, hein, l'histoire d'Adèle. Son frère a pris la succession du Baal Shem Tov et au bout d'un an, il a abandonné. On ne sait pas trop pourquoi, c'est pas très clair. Et l'histoire d'Adèle, elle est encore un peu plus confuse, hein. Et pas clair du tout. Ben oui, tout à fait, c'est juste ce que tu dis. Mais je n'ai pas la réponse. Désolé. Ça va. J'en ai eu beaucoup d'autres de réponses. Ah ben si tu as des réponses, donne-les. Non, non, des réponses en t'écoutant. D'autres questions? Non, voilà, donc on a tout compris. Il y a plein de choses encore à raconter, on n'a pas fini, je vous assure. C'est une histoire captivante et dont on a la suite aujourd'hui quand même. Les mouvements chassidiques sont extrêmement importants. Ils sont puissants, ils ont évolué, ils sont devenus plus talmudistes qu'ils ne l'étaient à l'époque du Baal Shem Tov, certainement, mais il y a cette idée de dvekout est très très prégnante quand même, très prégnante. Vous allez le vendredi soir à l'office des chassidim de Braslav à Rescue Ameler, à côté de l'hôpital Misgavlada. C'est un spectacle, hein. C'est un vrai spectacle. Ça dure 40 minutes avant qu'on fasse boire au coup. Oh, c'est un vrai spectacle. Mais ils y trouvent, alors évidemment, il y a l'exagération, mais ils y trouvent quelque chose. Encore une fois, on ne peut pas lire cette histoire à l'aune de ce qu'on sait aujourd'hui, parce qu'à l'époque, ça a été une véritable bouée de sauvetage pour la population juive. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il y a eu un tel succès. Ça leur a vraiment permis de se tenir la tête au-dessus de l'eau parce qu'ils étaient totalement désespérés. Et ça, c'est fabuleux, quand même, c'est un résultat extraordinaire. Après l'évolution du chassidisme, il s'est passé beaucoup de choses, notamment ce que j'ai dit en début de soirée, c'est que tout ce mouvement a pratiquement été englouti pendant la Shoah. Donc, il n'est pas resté grand monde
pour reprendre le flambeau et continuer. Il en est resté, bien entendu. La preuve, c'est qu'ils existent toujours, mais ça a été terriblement, terriblement décimé. Donc, toute cette histoire-là change aussi la nature de ce mouvement. Au départ, ça a été un mouvement extraordinairement positif pour le judaïsme polonais, clairement. Bonsoir. Juste une question par rapport au sionisme. Le chassidisme s'est positionné à ce moment-là? Alors, à l'époque, oui. Par exemple, notamment le grand patron de Chabad va prôner la montée en Israël. Et pourtant, Chabad aujourd'hui n'est pas le mouvement le plus sioniste qui soit. Hein. Pas du tout. Les chassidiques aujourd'hui sont pas sionistes. Non, en tout cas pas Chabad, clairement pas. Mais à l'époque, oui. De Liadi, Shneur Zalman de Liadi, a poussé les gens à monter en Israël. Et beaucoup des premiers rabbins, pas des chefs de cour chassidiques, mais ces gens qui sont rentrés dans ce système de la mystique ont commencé à faire des petits groupes, pas mal d'entre eux sont montés en Israël. Alors, pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés à la situation d'aujourd'hui? On verra ça un petit peu plus tard. Il y a des raisons, il y a des raisons. Merci. Peut-être pas forcément les bonnes, mais il y a des raisons. Mais au départ, oui, ils ont poussé à monter. Voilà, voilà. Autre chose? Ah ben, je t'entends pas, Yitzhak. Si tu me dis quelque chose, il faut ouvrir ton micro. Bon. תודה רבה, ז'ורז'. Merci, À dans 15 jours. merci תודה beaucoup. רבה. Merci beaucoup. Bonsoir, Au revoir. François. Bonsoir.